En Ukraine, la contre-offensive Ukraine a commencé. Alors on indiquait ces derniers jours qu'elle avait commencé de façon perlée avec les attaques à Belgorod, avec les attaques en profondeur sur le sol russe. Eh bien, semble-t-il, cette fois, c'est autre chose qui se dessine. Il s'agit d'une grosse bataille en cours. Signe, semble-t-il, que cette fois, la contre-offensive militaire terrestre est en cours sur le front ukrainien. Je le dis bien semble, on va examiner tous les éléments dans un instant et je salue le général Trinquant. Merci général de nous avoir rejoints, vous allez nous aider à y voir plus clair. Et Rim Momtaz, chercheuse en relations internationales, qui est là également avec nous. Alors d'abord, cette contre-offensive, point d'interrogation, ce qu'il faut savoir, les déclarations, les opérations dont on a connaissance. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a ces déclarations. Et oui, à commencer par la chaîne américaine ABC News, qui est formelle. L'Ukraine a lancé aujourd'hui, sa contre-offensive tant attendue contre la Russie. Et la chaîne précise que l'information ne sort pas de nulle part, puisqu'elle lui a été donnée par 2 responsables ukrainiens, dont une source proche du président Volodymyr Zelensky. Dans la foulée, les médias ukrainiens ont repris l'information, notamment le Kyiv Independent, comme la presse américaine qui a relayé l'information en masse, notamment avec le Washington Post. Confirmation aussi par les Russes, par la voix de Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense lui-même. Écoutez. Сегодня в час 30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. На всех 4 направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Evgeny Prigogine, le patron de Wagner, lui aussi annonce le début de cette contre-attaque ukrainienne. Les événements qui se produisent actuellement sur la ligne de front signalent le début de l'offensive et l'Ukraine intensifie ses efforts, a-t-il déclaré ce matin. Comme les blogueurs militaires russes, très actifs, et vous le savez, souvent assez précis sur ce qui se passe sur le front. Et tout cela, David, ajoute à la crédibilité de cette information. Alors, que sait-on maintenant des opérations à cette heure, ce soir? Est-ce qu'elle donne des signaux que cette contre-offensive, effectivement, a commencé? Oui, il y a notamment un signal qui en dit long. Ce signal, cette colonne de chars ukrainiens, on en compte au moins 12 ici à l'image. Et vous le voyez, ils sont les uns derrière les autres en train d'avancer direction les positions russes. Nous sommes précisément dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Selon les blogueurs militaires russes, les combats ont commencé ici, dans la nuit, à 3h du matin, heure locale, autour de cette ville, Orykiv, 15 000 habitants avant la guerre. C'est dans cette zone que les Ukrainiens concentrent désormais tous leurs efforts pour percer les défenses russes. Et d'ailleurs, de l'aveu même de ces mêmes blogueurs russes, il y a des réussites puisque Kiev aurait pris une position russe ici, dans le village de Novo-Danilivka. L'objectif des Ukrainiens, David, dans cette région, c'est la ville de Tokmak. En tout cas, dans un premier temps, c'est à une trentaine de kilomètres un peu plus au sud. C'est le point d'ancrage des défenses russes dans cette région de l'Ukraine. Et une fois la ville de Tokmak tombée, eh bien, les Ukrainiens, regardez, veulent avancer, descendre encore plus vers la mer d'Azov. Pourquoi? Eh bien, on l'a souvent dit ici, pour couper l'armée russe en deux, la priver de ce pont terrestre qu'elle avait réussi à constituer entre la Crimée et l'est du pays en prenant tous les territoires du sud de l'Ukraine. En descendant ainsi vers la mer d'Azov, l'armée ukrainienne pourrait couper, donc on l'a dit, en deux l'armée russe, avec d'un côté les troupes à l'est et de l'autre une partie de l'armée russe qui se retrouverait piégée dans la région de Kherson et de Zaporijjia, près du Dniepr, qui serait donc isolée, privée de renforts, privée de ravitaillement. Alors, qu'en est-il maintenant des forces engagées? Eh bien, vous avez entendu Sergueï Shoïgu, il parle de 1500 hommes, 150 blindés d'une brigade mécanisée de l'armée ukrainienne. Et selon le Washington Post, ce sont des soldats aguerris, bien entraînés. Regardez, les troupes ukrainiennes comprennent des unités d'attaque spécialisées, équipées d'armes occidentales et formés aux tactiques de l'OTAN. On va rentrer dans le détail là-dessus sur ces armes occidentales, mais c'est la seule poussée signalée sur le front, Fanny? Non, il y en a au moins 2 autres, mais qui, elles, ont été signalées dans le Donbass, donc à l'est, autour de Velika Novosilka, c'est à 70 km environ de Donetsk. On y a repéré aujourd'hui des assauts, c'est ce que disent là encore des blogueurs russes, et autour également de la ville de Louhansk, qui se trouve un petit peu plus au nord. C'est toujours dans le Donbass, évidemment.
Une zone industrielle a été frappée dans cette ville. C'est ce que vous voyez ici avec cette fumée noire qui s'élève dans le ciel. Les Russes sont absolument formels. Pour eux, Kiev a utilisé les Storm Shadow, ces fameux missiles de croisière livrés par le Royaume-Uni. Alors, le général Dominique Trinquant, ici présent, a toujours dit on aura le signe que la contre-offensive terrestre militaire a commencé lorsqu'on verra des chars occidentaux sur le front. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, Fanny ? Bien oui, ces fameux chars que je vous montrais à l'instant dans la région de Zaporijjia, bien les Russes disent que ce sont les fameux chars allemands Léopard 2. Alors pour nous, Général Trinquant, c'était un petit peu difficile de le confirmer vu la qualité de l'image et vu la distance, mais vous en saurez sûrement plus, vous le direz dans un instant. Souvenez-vous juste d'un mot, les chars Léopard, les voici. Ce sont des chars de combat qui sont particulièrement rapides, on le répète, jusqu'à 72 km/h, qui peuvent tirer plus vite et plus longtemps parce qu'ils ont 2 mitrailleuses, ils peuvent embarquer jusqu'à 42 obus et ils ont un blindage beaucoup plus solide qui leur permet de résister à des missiles anti-chars et des obus flèches. Cela dit, précisons aussi que les Russes disent aujourd'hui en avoir détruit 2. Avec les Léopards, il y a aussi des blindés américains Bradley qui auraient été repérés sur le terrain. Ce seraient ces véhicules que l'on voit sur cette photo. Là encore, on attend votre expertise, Général Trinquant. Reste à savoir donc, David, si l'offensive que je viens de vous présenter, les offensives, si c'est la contre-attaque ukrainienne principale ou s'il s'agit de leur pour détourner l'attention russe d'un autre front qui serait plus décisif ailleurs en Ukraine. Merci Fanny. Dans un instant, on reverra ces images en détail. Vous nous direz si c'est bien des Bradley, si c'est bien des Léopards. Mais votre impression générale, quand vous avez connaissance de tous ces éléments mis ensemble, est-ce que pour vous, Dominique, la contre-offensive terrestre militaire a commencé? Oui, la contre-offensive terrestre, il y avait plusieurs critères. Et dans la chronologie, je rappelle qu'on disait fin mai, début juin. C'était le moment où pouvait être lancée l'offensive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la zone sud de Zaporijjia, qui était identifiée effectivement comme une zone possible. Et j'ajoute que l'affaire du barrage rentre dans cette logique-là. C'est-à-dire que les Russes, puisque je pense que ce sont les Russes qui ont fait sauter le barrage, cherchaient à inonder pour gêner l'offensive. Et vous vous souviendrez que le président Zelensky a dit tout de suite qu'il réunissait un conseil de sécurité. Immédiatement, en demandant probablement à ses chefs militaires, est-ce que ça change les plans, puisqu'on est à 24 heures de l'attaque, à peu près, hein. Et il est revenu tout de suite après en disant ça ne change pas les plans. Donc on a dû le rassurer sur le fait que la zone inondée ne touchait pas les axes d'approche qui étaient prévus par les colonnes blindées. Oui, parce qu'en l'occurrence, rappelons que la zone inondée, c'est le front sud. Donc on est vraiment côté ouest de l'Ukraine, voilà. Et que cette zone-là, on disait, bon, ce serait quand même difficile d'arriver à franchir le Dniepr pour lancer cette contre-offensive. Là, on est à combien? 300, 400 km? Un peu moins peut-être. Ah, moins, mais Zaporijjia, moins, parce que Zaporijjia, si vous voulez, la zone qui est inondée, là, est inondée le long du Dniepr. La zone de Zaporijjia, apparemment, ils descendent vers le sud directement, et donc, ils ne touchent pas cette zone-là. Regardez, on voit bien. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le barrage, là, on ne l'a pas mis sur la carte. Il est en fait à l'endroit où vous voyez le Dniepr se rétrécir. Voilà. Hein, c'est là. Donc, évidemment, la zone... Et il inonde, pardonnez-moi de vous interrompre, il inonde donc la zone qui est en aval. Oui, exactement. La zone qu'on voit ici en bas à gauche, et il n'inonde pas le front de Zaporijjia. En ce sens, cela ne change rien à une offensive qui peut être menée ici. Mais en plus, bon, il n'y a pas qu'une offensive. Hein. Apparemment, il y a 2 ou 3 axes. Et c'est en fonction des axes qui réussissent le plus la percée qu'on verra les renforts arriver. Le deuxième point, par la chronologie, c'est naturellement l'engagement des unités qui ont été formées, ce qui a été cité tout à l'heure. C'est-à-dire des unités qui ont été formées, équipées aux normes de l'OTAN pour pouvoir attaquer. Et moi, je le disais tout à l'heure, avant de rentrer sur le dos, j'ai une pensée pour ces soldats qui sont prêts depuis 1 mois à peu près, qui sont dispersés, qui attendent. Les officiers savent quel est le plan d'engagement et ils attendent le top pour pouvoir démarrer. J'ai pratiqué ça en entraînement, pas en réalité, parce que j'ai jamais fait de débouché de char. Hein. Dans la réalité, je l'ai fait en entraînement. Mais je les imagine dans leur tourelle, ce que ça doit être. Maintenant, ça y est, ils y sont. Et ils doivent appliquer ce qu'ils ont appris depuis 3 mois. Et leurs gestes doivent être des mécanismes qui font que on va à droite, on va à gauche, on se disperse, on tire. On parlait tout à l'heure des chars. Alors, pardonnez-moi, les Bradley, je les ai reconnus. Le char, Alors, allons-y pour les chars. Le char, je ne suis pas totalement...
Je vais mettre mes lunettes et regarder de près dans l'écran qui est... Regardons pour être bien certain de ce qu'on observe. Le char qui est près de la lisière, là, puisque vous voyez sur la piste des Bradley, et celui-là, effectivement, à mon avis, peut être un léopard. C'est assez flou, mais ça peut être un léopard. Simplement, pour expliquer que ces chars, les chars léopards, ce sont des chars qui tirent en roulant sur des cibles mouvantes. C'est le gros avantage de ces chars-là. Ils sont extrêmement bien blindés, se déploient rapidement, et les Bradley qui sont derrière, les véhicules américains, les léopards étant des chars allemands, c'est extrêmement... alors là, apparemment, il a été touché, celui-là. C'est extrêmement... c'est très bien armé et très bien protégé aussi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, les Russes ont dit que tout de suite, ça a été la défaite, le retrait, etc. On verra un peu dans les jours qui viennent. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y aura pas de pertes ukrainiennes. Il y aura beaucoup de pertes ukrainiennes. Parce que là, ils attaquent dans des zones dans lesquelles les Russes les attendent d'une certaine façon. Donc, il y aura des pertes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de victoire. Ouais. La victoire sera probablement au prix des pertes des soldats que je décrivais tout à l'heure, qui se sont entraînés, préparés et qui remplissent leur devoir aujourd'hui. Est-ce que c'est le jour J, le D-Day, Rimontas, pour vous, quand vous avez connaissance de toutes ces informations ? Il semble que c'est le cas, parce qu'on est en train de voir des attaques sur plusieurs fronts en même temps. Et ça, c'est une tactique que les experts militaires étaient en train de prévoir pendant plusieurs mois. Donc, et ça fait sens, parce que ce qu'ils essayent de faire depuis quelques mois, on parlait des opérations de façonner le terrain et le théâtre de la bataille, c'était d'essayer de semer le chaos dans les rangs russes, d'éparpiller leurs forces. C'est pour ça qu'il y a eu des attaques du côté russe de la frontière. C'est pour ça qu'ils ont tenté même d'essayer d'affaiblir le mental des Russes en envoyant des drones jusqu'à Moscou. Donc tout ça contribuer à essayer de donner aux Ukrainiens les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent faire cette contre-offensive. Comme le disait le général, évidemment, quand on est en position d'attaque, c'est beaucoup plus dur que quand on est sur la défensive. Donc les Russes, là, ça fait des mois qu'ils ont creusé leurs tranchées, qu'ils ont miné les axes qu'ils pensaient allaient être utilisés par les Ukrainiens. Donc les Russes savent à quoi s'attendre et sont préparés, mais les Ukrainiens aussi ont de très bons planificateurs de leur côté. Ils ont aussi l'aide des Occidentaux pour le ciblage, le renseignement, etc. Et, comme le disait le général, ils s'attendent à avoir des pertes. Ouais. Ce ne sera pas les pertes qui vont casser le mental ukrainien. De toute façon, pas des pertes normales, entre guillemets. Donc, il va falloir voir, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des percées malgré leurs pertes. Je vous donne la parole, Jean-Claude, mais simplement, je voudrais qu'on revoie cette image de la route avec cette longue colonne de chars. D'abord, est-ce que vous reconnaissez ces chars ? C'est un peu plus loin. Est-ce qu'on peut figer l'image de la route avec la longue colonne ? Et ensuite, quand on voit une colonne comme celle-là, est-ce que c'est forcément le signe que quelque chose de gros, de très gros, se prépare ? Ah oui, alors moi j'ai tendance à dire, je fais le même commentaire que je faisais à propos des Russes au début de la guerre, au mois de février, il y a 1 an et demi. Des colonnes comme ça, pardonnez-moi, c'est pas acceptable. C'est une cible, donc c'est... Et se mettre en danger, là voilà. Alors je ne sais pas à quelle distance ils sont des lignes de contact, mais et ce qui me frappe, c'est l'engagement. L'engagement se fait près d'une lisière de bois. Et on voit bien d'un côté les traces blindées. Vous voyez, de l'autre côté de la lisière, il y a des traces de blindés. Donc ça veut dire que les Russes sont probablement dans la lisière de bois. Et c'est un combat à très courte distance qui se passe là. Les chars, on voit les chars, ils sont à très très courte distance. Et en fait, ils veulent libérer le passage pour pouvoir se déployer de l'autre côté. Ces lisières de bois sont toujours, surtout si elles ont été préparées avec des tranchées dedans, avec des champs de mines, etc. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais les premiers contacts, vous savez, c'est toujours extrêmement difficile. Vous avez sur le réseau radio, contact, et puis là... c'est là que la conduite, pour remplacer la planification, la conduite commence. Et c'est là qu'il faut avoir des mécanismes, réagir extrêmement rapidement. Sur les chars, on en voit un qui est tiré, qui a été touché apparemment. Pour les autres,
les écrans de fumigène, c'est plutôt, à mon avis, des fumigènes. Hein. C'est plutôt pour les masquer que pour autre chose. Mais normalement, quand les chars sont pris comme ça, leur réaction, c'est pas de rester arrêtés. C'est au contraire de foncer. Parce que c'est la vitesse qui va les sauver. Alors, question, observation, réaction, Jean-Claude. Vous avez demandé est-ce que c'est le D-Day, l'histoire nous le dira, mais je pense que c'est le bon calendrier à la fois pour les Ukrainiens parce qu'ils ne peuvent pas continuer à rester dans le statu quo où finalement chacun se neutralise. Donc ils avaient intérêt à reprendre l'offensive en ce moment même parce qu'ils savent très bien que si on s'installe dans la guerre, ils seront perdants. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux, à un moment donné, vont un peu se fatiguer. Et deuxièmement, pour justifier de l'aide occidentale, récemment, Zelensky, le président Zelensky s'est entretenu avec le président Macron. On sait que le président Zelensky a expliqué aux Américains qu'il avait besoin de notre armement, qu'ils avaient besoin de moyens. Donc c'est l'occasion de justifier, en tout état de cause, de dire, voilà, on met en œuvre ce pourquoi on vous a demandé de l'aide. Et il sait, de cette façon, pouvoir continuer à avoir cette aide occidentale qui est déterminante dans ce conflit. Et donc, cette opinion publique occidentale, il en a besoin. Et donc, ils ont intérêt à reprendre l'offensive aujourd'hui. Bon, Antoine Arjakovski, sur les événements en cours, sur les sources qui en font part, rappelons que ce soir, si vous nous rejoignez, les médias américains ont commencé par annoncer ces informations en indiquant que c'était des sources ukrainiennes, dont une proche de la présidence, qui leur disait oui, la contre-offensive a commencé. Ils ont été rejoints par la presse ukrainienne et les blogueurs russes confirment que de très grosses opérations, très lourdes, sont en cours sur le terrain. Antoine. Oui, moi je confirme aussi le fait que cette contre-offensive manifestement commence sur l'ensemble du front. Je pense que là, effectivement, ce qu'on voit dans la région de Zaporizhia, c'est assez net, mais il y a aussi des bombardements du côté donc de Lugansk, cette usine d'ammoniac qui a été bombardée du côté aussi de Kharkiv, et puis la presqu'île de Kinburn, qui est cette partie juste en dessous de Kherson, terrestre, et qui a été occupée par l'armée ukrainienne depuis que l'armée russe était retirée de Kherson. Ils étaient là et aujourd'hui elle est complètement inondée et donc les Russes se retirent de la presqu'île de Kinburn. Donc ça montre encore qu'il y a un lien sur les 1000 km de front entre ce qui se passe au nord et ce qui se passe au sud. Et je rejoins le général Trinquant quand il dit qu'il y a un lien entre l'écocide de Nova Kakhovka, qui pour moi effectivement est un crime de guerre russe, parce qu'aujourd'hui on a appris que d'autres barrages ont sauté sur le Dniepr et qui ont été explosés par des Russes. C'est la volonté des Russes qui ont appris manifestement. D'autres barrages ont sauté. En tout cas, un autre barrage a été plus en amont. Enfin plus au nord, qui a été explosé. Donc c'est la volonté des Russes qui ont appris manifestement que le 6 juin, et c'est une date symbolique le 6 juin, pour nous c'est la date du débarquement, et le général Zaloujny est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire militaire. Donc le fait qu'il ait choisi le 6 juin, pour moi n'est pas du tout un hasard. C'est le début d'une grande aventure. C'est ça que ça veut dire, la date du 6 juin. Et ça veut dire aussi que les Russes ont appris que ça aurait lieu le 6 juin, d'où cette décision de faire exploser le barrage de Nova Kakhovka. Et d'où la volonté d'inonder le sud, et d'où encore aussi une information importante, le président Zelensky est allé à Kherson, justement parce que ça se passe aussi au sud. C'est pas uniquement pour des histoires d'évacuer des civils ukrainiens, c'est parce que il y a une partie importante qui se passe dans le sud, et c'est aussi la raison pour laquelle les Russes sont en train de bombarder, les évacuer de Kherson. Donc c'est pas uniquement sur Zaporizhia que ça se joue, c'est aussi du côté de Kherson, de la presqu'île de Kinburn, et jusque dans le nord. L'armée ukrainienne communique beaucoup aussi, toujours sur Bakhmout, sur le fait qu'ils continuent à avancer sur Bakhmout. Donc voilà, c'est grand, c'est large, c'est sur l'ensemble du front. Beaucoup de questions viennent à l'esprit, mais la première, peut-être, Général Trinquant, finalement, l'armée ukrainienne déploie peut-être la plus grosse opération de cette contre-offensive qui commence, donc, à l'endroit même que vous jugiez le plus probable, peut-être le plus fécond, le plus efficace. Donc l'effet de surprise, là, il n'existe pas. Oui. Parce que si vous le jugiez le plus efficace, oui, évidemment. Les Russes aussi avaient compris que c'était le point où ils avaient intérêt à attaquer. Bien sûr, mais c'est pour ça que je crois que c'est important de souligner qu'il y a des attaques sur plusieurs points. Et c'est le point, si vous voulez, dans la manœuvre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le point où cela cédera
c'est là qu'aura lieu la véritable offensive. 1500 hommes, dit-on. C'est quoi? C'est un gros bataillon, c'est une demi-brigade à peu près. Une demi-brigade. Il y a 9 brigades actuellement qui peuvent être engagées. 9. Donc, admettons formés en Occident. Voilà. Admettons qu'il y en ait 3 actuellement qui soient engagés, il en reste 6 en réserve. Et les 6 en réserve doivent être envoyés là où ça va craquer. Et je reviens toujours à quelque chose. Tout à l'heure, on montrait la carte en disant l'axe. Quel est l'objectif stratégique? L'objectif est-il de gagner du terrain ou est-il de casser l'armée russe? L'objectif, c'est de casser l'armée russe. C'est ce que confirme Bien sûr. la localisation de l'opération de ce soir. L'objectif est de casser l'armée russe. Le terrain sera gagné comme un résultat ultérieur. Mais c'est d'abord casser l'armée russe, parce que casser l'armée russe, ça veut dire, là, obtenir un effet, mais avoir un effet jusqu'au Kremlin. Parce que vous imaginez, si l'armée russe est cassée, imaginez que ça réussisse, on n'en est qu'aux premières 24 heures, donc il faut voir ce que ça va devenir. Mais ça peut avoir un effet boule de neige très important. Et puisqu'on parle de casser l'armée russe, pardonnez-moi, je le précise pour ceux qui regardent notre carte, ça veut dire aller jusqu'à la mer, là en l'occurrence, et couper donc l'armée russe en 2 et couper l'approvisionnement avec cette trouée verte là au milieu de la zone en marron qui est la zone d'occupation russe, couper cette zone en 2 et couper l'accès à la Crimée, couper le ravitaillement de la Crimée. On casse l'armée russe stratégiquement, clairement, militairement. On casse l'armée russe aussi psychologiquement. Oui. Il se trouve qu'aujourd'hui, le réseau Navalny a publié une vidéo sur le fils de Shoigu, le ministre de la Défense, pour dire que Shoigu est en train de s'occuper de chansons. On le voit tranquillement à Kiev, à Moscou, en train d'enregistrer des chansons, des clips. Et donc tout le monde s'interroge, comment se fait-il que le fils du ministre de la Défense s'occupe de faire de la musique alors que l'armée russe est en train de se battre en Ukraine. Donc je pense que Shoigu, là, il doit avoir plusieurs fers au feu aujourd'hui. On avait parlé de ces fils de dignitaires qui étaient les derniers à s'engager sur le front. Les oligarques sont protégés. Oui. On a bien compris les dignitaires, les oligarques et ceux qui ont leurs intérêts à l'étranger. On voit bien qu'ils sont en retrait. En tout cas, ils savent protéger leurs propres intérêts. Bon, l'Ukraine... Alors, ce ne sont pas des voix officielles pour l'instant, mais des voix officieuses qui ont confirmé à nos confrères d'ABC, qui ont confirmé aussi à d'autres organes de presse, au Washington Post notamment. L'Ukraine, donc, ne fait pas mystère du fait que la contre-offensive a commencé. Donc, il y a un moment donné où on le dit, quoi, on met carte sur table. Mais évidemment, puisque de toute façon, il y a des journalistes qui sont là. Après, il faut aussi rappeler que le gouvernement ukrainien a commencé à mettre en place des restrictions pour les journalistes au plus près du front, parce qu'ils ont peur que certaines informations fuitent qui pourraient les mettre en difficulté. Donc ça aussi, c'est un élément. Il n'y a pas une liberté absolue et c'est la même chose que, par exemple, l'armée américaine avait fait en Irak. Ils veulent contrôler aussi le terrain informationnel. Donc ils vont commencer à faire, je pense, les officiels ukrainiens, des déclarations une fois qu'il y a une percée, une avancée, quelque chose qu'ils peuvent rajouter à leur narratif. Pour le moment, ils laissent un peu parler ces images. Après, je vais attirer un peu l'attention des téléspectateurs au fait que les images qu'on regarde depuis un moment, ce sont des images du ministère de la Défense russe. Donc, ils s'attendaient à ce que une tentative soit faite là-bas. Ils avaient leurs drones je pense que ce sont des images de drones dans les airs. Donc, les Ukrainiens sont aussi en train de tester à ce stade de l'offensive où les Russes les attendent réellement, où ils peuvent les surprendre. Ça fait aussi partie de l'offensive pour trouver le bon endroit pour faire une vraie percée. On nous annonce dans quelques secondes, dans quelques minutes, des premières images ukrainiennes aussi de cette grande bataille qui, donc, semble-t-il, est lancée au sud de Zaporijjia. On va les découvrir dans un instant. Vous vouliez réagir, Général. Alors, Antoine. Ouais, moi, je voulais juste dire que le gouvernement ukrainien avait dit qu'il n'annoncerait pas quand il y aurait la grande offensive. Il ne l'a pas annoncé. Et il ne l'a pas annoncé. En revanche, les journaux ukrainiens disent que la presse occidentale annonce qu'il y a une contre-offensive. Et donc, de ce fait, valide les informations de la presse occidentale. Mais c'est aussi parce qu'il y a un contrôle de la part du gouvernement ukrainien sur ce que, notamment, les journalistes ukrainiens peuvent et peuvent pas dire. C'est pour ça que là, ils sont en train d'utiliser les journaux américains, notamment,
pour pouvoir passer l'information. Alors en attendant C'est un grand classique. ces images qu'on nous annonce de cette bataille de sources ukrainienne, je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé à Kherson. Parce que pendant que cette grande contre-offensive commence, là, on voit les armes qu'utilisent, les frappes qu'utilisent les Russes. Les Russes disent « nous n'avons pas fait sauter le barrage ». Bon, personne, je pense, n'est dupe, ou soyons précis dans les termes, tout indique que ce sont les Russes, c'est ce qu'on dit depuis 48 heures. Mais en tout cas, même si eux nient qu'ils soient les responsables, ils bombardent les rescapés. Ils bombardent les points de départ des rescapés, l'endroit où on rassemble tous ceux qui doivent quitter leur maison parce qu'ils sont sous l'eau et qui commencent à prendre les bateaux. C'est un grand classique pour partir. Oui. Donc ils bombardent des civils. Oui, ce qui est une violation du droit humanitaire. Regardez ces séquences parce que c'est assez impressionnant. Vous allez d'abord voir le grand rabbin d'Ukraine qui s'est rendu à Kherson et au moment où il fait un direct, vous allez voir ce qui se passe. À ce moment-là, la frappe a lieu. Il est sur le point de rassemblement pour les évacuations. Et puis, vous verrez ensuite une autre équipe de télévision qui est sur un bateau et on voit que la frappe est tombée à quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Regardez. Alors, je pense qu'on va revenir, on va caler le son parce que c'est évidemment, voilà, on va caler cet extrait. Je demande à Audrey Chabaille de me dire quand on a cet extrait qui est prêt, parce que c'est assez impressionnant. On est ici vraiment au cœur même du dispositif d'évacuation, d'aide aux civils, ceux dont la maison a été inondée et qui, au moment de partir, sont bombardés. Est-ce qu'on peut regarder maintenant cet extrait ? Alors, dans quelques instants peut-être, le temps de vous signaler que notre équipe, emmenée par Charlie Nurel, se trouvait au même point et qu'ils ont été secoués. Comme on dit, ils ont été secoués parce que c'est tombé tout près d'eux. Et c'est simplement pour rappeler que le travail d'information, on en a eu un malheureux exemple il n'y a pas très longtemps, mais à tout moment, ces équipes qui sont là pour vous informer sont en danger. Est-ce qu'on peut regarder maintenant cette séquence à Kherson, donc au moment de l'évacuation? Alors, dear friends, I just come now with the sheriff, this special car, to bring people here from all the river and the Russian. Oh, you see here. Сюда. Voilà, notre équipe, emmenée par Charlie Nurel, se trouvait juste à côté. Voici maintenant leurs images qu'on va découvrir. Donc ils se trouvaient vraiment à quelques mètres au moment de l'explosion. Je ne sais pas si on peut voir ces images. Charlotte Lefetté a tourné ces images avec Charlie Nurel. Et là, on est quelques secondes après l'explosion. C'est évidemment la consternation. Que dire ? Que penser de cette stratégie, Rime ? C'est un classique russe, on l'a vu beaucoup en Syrie. Les gens qui ont suivi la guerre en Syrie savent très bien que c'est une méthode russe qu'ils ont déjà essayée et testée. Donc il y a des premiers bombardements et quand les secouristes arrivent, ils bombardent à nouveau pour bien tuer les secouristes d'un côté et les civils qui se rassemblent pour pouvoir évacuer. Donc là, on est en train de le voir à nouveau Quel est le but ? La terrorisation, et puis aussi casser le moral. C'est la guerre psychologique. Et dire aux populations, en fait, qu'ils ne sont pas du tout en sécurité nulle part. Et ce qui est intéressant, c'est que le grand rabbin d'Ukraine, on le voit, il porte un casque et il porte aussi un gilet pare-balles, alors que les autres autour de lui ne le font pas, parce que lui, c'est un dignitaire. Les gens autour savent que c'est une possibilité. Quand on est journaliste, moi j'ai couvert la guerre en Syrie et en Irak,
on nous explique. Donc quand on nous prépare avant d'aller dans ces terrains, on nous dit faites attention, s'il y a un gros événement, un gros bombardement, n'y allez pas tout de suite parce qu'il va y avoir une seconde frappe. Attendez la seconde frappe avant d'y aller, sinon vous vous faites tuer. Puis c'est aussi une façon d'écarter l'opinion publique internationale, parce que lorsque vous avez des journalistes qui se disent que les sites sont à ce point dangereux qu'ils n'y vont pas, vous êtes sûr à ce moment-là de pouvoir bombarder, tuer, violer le droit international humanitaire élémentaire comme vous le voulez, sans que l'opinion publique ne soit informée, en tout cas l'opinion publique internationale. Donc il y a aussi une façon, c'est aussi une façon d'écarter cette opinion publique internationale qui regarde les Russes et de faire peur, évidemment, à tous ceux qui seraient tentés de vouloir aider. Regardez, Antoine, Dominique, cette autre séquence prise à ce moment-là, les obus d'artillerie tombent dans l'eau juste à côté des canaux. Regardez. On voit quand même que on annonçait après l'écocide de Nova Kakhovka que c'était 20 000, 40 000 personnes qui étaient concernées. Là, c'est la ville de Kherson qui est concernée, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc c'est la marque que c'est extrêmement grave. C'est toute la faune, toute la flore et des habitants maintenant qui doivent être évacués de toute urgence. Il n'y a pas d'électricité ou l'électricité va être coupée. Et il y a des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Donc c'est gravissime, c'est la plus grande catastrophe écologique en Ukraine depuis Tchernobyl. Et ça a des conséquences absolument effroyables. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Denis Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, a dit mais là il faut réagir, il faut que les Nations Unies réagissent, il faut que la Croix-Rouge réagisse, il faut également que l'Union européenne qui s'est réunie aujourd'hui pour prendre des sanctions réagissent sur la question des sanctions sur l'uranium, la question des sanctions pour éviter que les Russes contournent les sanctions qui sont actuellement adoptées. Les Ukrainiens demandent une réaction très forte de la communauté internationale parce que c'est gravissime. Alors si vous nous rejoignez, il est 19h passé de quelques minutes et je vous rappelle que de plusieurs sources, on apprend que la grande contre-offensive militaire terrestre a commencé et on va maintenant découvrir les images ukrainiennes. Jusqu'à présent, c'était des images russes. Voici les images ukrainiennes de ces combats. Nous sommes là aussi tout près de Zaporijjia. Alors, je les découvre avec vous et avec vous aussi, Général Trinquant. Alors, c'est vrai qu'elles sont filmées d'un drone, on l'imagine. Ce sont des images de drone de très loin. On voit des chars avancer, je crois, au milieu des brouillards. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité pour ces chars de s'entourer d'un nuage de brouillard pour être moins détectables. En tout cas, on a deux sources d'images qui confirment qu'il se passe des choses et que les événements s'accélèrent dans cette zone de Zaporijjia. On va continuer à les découvrir, Général. Oui, alors simplement, les images de drones, il faut s'imaginer qu'il y a ce qu'on appelle la gestion troisième dimension qui est compliquée, parce qu'on utilise les drones pour l'artillerie, pour l'observation, etc. Et donc, c'est pas forcément les images qu'on va voir. Et donc, les drones qui, eux, vont transmettre des images, du moins dans le premier temps, qui vont transmettre des images pour les médias, c'est des images un peu comme ça, qui sont pas très précises, en fait. Donc, on ne verra... À dessein, vous voulez dire, à dessein? Oui, à dessein, mais parce que simplement, la priorité, c'est quand même le combat. Et le combat, ce sont les drones qui sont devant et qui vont éclairer l'artillerie ou la colonne de chars qui va avancer. Parce que maintenant, c'est un peu comme ça. Vous faites avancer des drones, et puis vous voyez si vous pouvez passer par là ou pas. Et s'il y a quelque chose, un bouchon, le drone va transmettre les coordonnées pour que l'artillerie tire avant que les chars n'arrivent sur la position. Donc c'est un peu ça qui se passe. Donc c'est pour ça que les images qu'on a, ça a démarré cette nuit, les images qu'on a aujourd'hui ne sont forcément pas précises. Elles étaient plus précises du côté russe, parce qu'ils ont pris un endroit particulier sur lequel il y avait probablement une défense ferme organisée par les Russes, et ça leur permettait de montrer un char qui brûlait et des véhicules qui avaient du mal à passer. Alors, quand on parle de ces défenses, est-ce qu'on est là, dans ces fameuses tranchées
murailles de dents de dragon, de barbelés, forteresses. Est-ce que là, on est au cœur de ce sujet-là? Alors, on n'a pas vu les dents de dragon, on n'a pas vu les tranchées. Donc, ce que je vois, c'est les images précédentes qui étaient les images russes, où il y avait une lisière de bois et où on voyait très bien les traces de chenilles qui rentraient dans le bois, du côté russe. Et donc, ça veut dire qu'il y a un dispositif qui est rentré. Mais ça, si je le vois, je vais vous dire, les Ukrainiens, ils le voient pareil. Hein. Donc, ils le savent de la même façon. Qu'est-ce que vous voulez